bien le bonjour à tous, bienvenue encore une fois à un épisode d'Expérience 4.0. Je suis Simon Lemire, associé du groupe Lacoste et aujourd'hui je reçois Lucas Grenier, cofondateur et CEO de chez Turving, une belle entreprise technologique qui conçoit justement une belle plateforme pour améliorer justement les opérations et la gestion du moins des opérations des entreprises manufacturières. Il va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Puis la thématique aujourd'hui, c'est bon de voir en termes d'excellence opérationnelle quelle technologie on peut utiliser, c'est quoi le flux opérationnel, puis qu'est-ce qu'on a de besoin, puis c'est quoi les avantages à un fameux système qui s'appelle le DMS, Daily Management System, que Lucas va pouvoir nous en jaser un petit peu plus. Donc sur ça, je vous dis bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Lucas, merci de faire partie de cet épisode d'Expérience 4.0 là avec moi. Là. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ben, ça me fait plaisir. Je suis bien content d'être ici. Excellent. Donc, Lucas, tu as cofondé Turving, belle entreprise technologique. Là, justement, vous concevez justement une belle plateforme. Toi, tu as un bon background dans le domaine justement de la transformation numérique, des systèmes opérationnels, etc. Présente-toi un petit peu de où tu viens, puis qu'est-ce qui t'a amené justement à cofonder justement cette belle entreprise-là? Bien, certainement. En fait, moi, je suis issu du génie industriel. Donc, j'ai fait mes études génie industriel à l'Université de Trois-Rivières. Puis, quand j'ai terminé ça, mon père était dans la consultation, donc il implantait des différents outils de gestion dans les entreprises manufacturières. Donc, tout de suite après mon université, je suis tombé en mode consultation. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait en entreprise, puis on mettait en place certains outils de gestion comme, en fait, qui sont les fondements du DMS. Puis, à travers les années, donc j'ai pris de l'expérience là-dedans. Donc, ce qu'on mettait en place, grosso modo, c'était une structure de communication. On mettait en place des indicateurs. On mettait en place des outils de contrôle pour la force de supervision. On mettait en place des techniques de résolution et autres outils du genre. Puis, ce qui s'est passé avec le temps, c'est que lorsqu'on faisait ces mandats-là, tout allait bien. On voyait des gains, on sentait que les entreprises se structuraient, on sentait qu'il y avait on faisait bouger des indicateurs. Mais la réalité de la chose, c'est que on n'avait pas de technologie à notre disposition pour être capable de supporter ces pratiques de gestion-là. Donc, on faisait ça comment? On faisait ça sur des tableaux blancs. On faisait ça avec des feuilles de vérification papier. On documentait des problèmes sur des cartons. On avait différents outils comme ça qui étaient à la portée de la main. Bonne vieille méthode traditionnelle. Exactement. Donc, ça fonctionnait, sauf que le problème, c'était la gestion qui était associée à soutenir ce système de gestion-là. Souvent, ça reposait sur les épaules d'une ou deux personnes. Donc, on avait le directeur de production qui, lui, devait préparer, animer des réunions, devait être était la personne qui supportait ça sur ses épaules. Ça fait son temps, surtout quand tu es dans le cadre d'un projet, c'est tout nouveau, c'est tout beau, on a une motivation, mais après ça, dès qu'on quittait les entreprises, donc on avait terminé le mandat, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une perte de momentum. Ce qui était en place au début, il en restait 50% après 6 mois, puis il en restait 25% après 1 an. Et là, c'était constamment, on était rappelé pour refaire remettre de l'air dans les pneus de ces systèmes-là. Et aussi, on coachait des gens. Donc, c'était le système de gestion reposait beaucoup plus sur des individus et non sur des processus. Okay. Et les gens changent. Donc, je me suis rendu compte assez rapidement qu'on aurait besoin d'une technologie pour supporter ces pratiques de gestion. Donc, j'ai fait mes recherches. Il n'y avait rien sur le marché. Donc, j'étais un peu surpris de voir qu'il n'y avait rien. Donc, l'idée, elle a commencé à germer. Puis, au 2014-2015, c'est là où ça devenait vraiment un problème pour le déploiement des projets, puis la pérennité de ces projets-là. Donc, c'est au même moment que j'ai rencontré mes futurs associés. On a mis en place ce projet-là. On a eu un petit peu d'aide du CERT, donc le capital expansion de la région de Thetford Mines, d'où je suis originaire. Puis, ils ont mis un peu d'argent là-dedans pour lancer le projet. Puis, j'avais déjà une base de clients. Donc, ça a été assez naturel de proposer à nos anciens clients une technologie qui venait supporter ce qu'on venait de mettre en place. Tu avais l'expérience sur le terrain, justement, pour venir cerner le problème, puis de créer cette technologie-là qui va véritablement venir les aider. Absolument. Puis, OK. Ça répondait à un besoin que je vivais. Donc, j'étais bien placé pour comprendre la nature du problème, mais aussi
quel type de solution on devait mettre en place. Donc, Turvine est né au tournant de 2015-2016. Okay. Donc, l'entreprise, on était à 5 ou 6e année. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a démarré ça. Puis après, ça a été une croissance assez rapide parce que de fil en aiguille, on rentre dans des groupes. Les groupes ont plusieurs usines. Donc, il y a un effet boule de neige à tout ça. OK, c'est intéressant et tout. Puis justement, récapituler un peu, là, on est venu cerner au final des problématiques, des défis fréquents liés à la gestion traditionnelle. Puis l'idée de fonder justement Turvine, cette belle technologie-là, c'est de venir numériser tout simplement cette gestion des opérations-là. Puis on va en venir un petit peu plus tard dans concrètement quelle technologie vous avez chez Turvine, puis comment que ça propulse justement les manufacturiers de demain. Hein, on les appelle les manufacturiers modernes. En lien avec ça, bon, je pense qu'il est quand même important qu'on voit tous les manufacturiers présentement veulent se retourner vers le digital, vers la numérisation, veulent se transformer numériquement, c'est tous les mots qu'on entend. Ce flux opérationnel-là, du moins le flux du client, puis qu'est-ce qui se passe quand il y a une vente qui arrive dans une entreprise. Fait qu'il y a des systèmes en place en amont pour gérer cette expérience client-là. Après, il y a des systèmes en place à l'interne pour gérer les opérations des entreprises. Comment tu vois ça, cette chaîne opérationnel-là, ce flux opérationnel-là, comment toi tu le décortiquerais? Bien, c'est un super bon point. Le virage numérique, quand on pense au virage numérique, on s'imagine de la connexion de machines, on s'imagine du machine learning, mais c'est beaucoup plus large que ça. Il y a tout un écosystème de besoins dans une entreprise. Donc, il y a plusieurs logiciels qui doivent être utilisés, de la commande, donc la prise, donc lorsqu'on a une vente ou on prend une commande jusqu'à la livraison du produit. Ouais. Puis tous ces logiciels-là ont un rôle précis. Mais le 4.0, c'est tout ça. Donc, c'est tout cet écosystème de logiciels-là qui va venir simplifier la vie des gens, mais aussi d'augmenter la productivité des entreprises. C'est un bon point ce que tu dis, parce qu'il y a d'un côté, c'est bon pour tous. La numérisation, c'est bon, comme tu dis, pour l'entreprise, simplifier la vie des employés internes, simplifier le processus interne des entreprises, mais ça bénéficie inévitablement le client tout au long du processus. Parce que le mieux qu'on vient le satisfaire dans les délais de livraison, le mieux qu'on vient le satisfaire juste par une bonne qualité de fabrication du produit. Puis ça, il y a différents systèmes aussi qui sont là en place, autant la machinerie que les logiciels pour gérer justement ces commandes-là. C'est bon pour tous. C'est bon pour tous. Puis après, il y en a qui sont un petit peu plus ciblés dans les gains, plus ciblés dans leur objectif. Puis on va pouvoir en dire plus, mais tu marques un très bon point qu'au final, tout le monde en bénéficie. Là. Absolument. Il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas de clients. Ouais. Donc, c'est la raison même pourquoi les entreprises existent. Ils ont un produit, puis ils ont des clients qui veulent ces produits-là. Mais tu sais, dans tout cet écosystème de logiciels-là, il y en a plusieurs. Si on part d'une commande, donc exemple, on est une entreprise, on fabrique des produits, on a des clients où on est à la recherche de clients. Donc, le premier logiciel qui vraiment rentre dans cet univers-là, c'est le CRM. Donc, le Customer Relationship Management. Si on simplifie aux auditeurs, le CRM va nous faire une gestion de nos deals. Donc, si on travaille sur plusieurs deals en même temps, c'est pour faire une gestion de nos deals ou carrément faire du développement des affaires. Ouais. Une fois qu'on a un contrat, donc ce contrat-là, lui, après ça, va être rentré dans un système qui va nous permettre de gérer nos ressources. Donc, ce qu'on va appeler le ERP, le Enterprise Resource Planning. Le ERP, lui, va nous permettre de faire une planification, va nous permettre de produire nos ordres de fabrication, va nous permettre de faire une gestion de nos ressources, puis il va aller jusqu'à la facturation, la gestion des ressources humaines. Une fois que le ERP a fait son travail, en fait, on a un ordre de fabrication, on est capable, on sait quoi produire, quand le produire, avec quelle matière. Maintenant, depuis les dernières années, c'est pas une technologie qui est nouvelle, mais c'est une technologie qui est de plus en plus populaire dans le 4.0, c'est le MES. Le MES, si je peux le vulgariser, c'est l'extension du ERP au niveau du terrain. Donc, c'est vraiment d'être capable de descendre cette information qui provient du ERP, de le mâcher et de l'amener d'une façon concise à l'opérateur ou aux gens qui sont dans le processus de fabrication. Donc, ça va vraiment nous donner une visibilité terrain sur les ordres de fabrication. Ça va nous donner aussi beaucoup de data qui provient de l'exécution du travail, qui va nous permettre ultimement de faire des indicateurs de performance, des indicateurs de productivité. Donc, c'est vraiment cette extension-là. Donc, ça fournit un maximum d'informations à l'opérateur. Et là arrive le DMS, donc l'essence même pourquoi Turvine existe. Donc, le DMS, le Daily Management System, ou le système de gestion quotidienne des opérations, c'est un système de gestion qui nous permet en fait de piloter la performance par rapport à nos objectifs. Ça permet, entre autres, aux entreprises de rapidement identifier et résoudre des problèmes par rapport au plan.
Donc, le DMS est souvent l'outil du gestionnaire, mais est aussi... parce que lorsqu'on va mettre tous ces outils-là en périphérie des opérations, le cœur des opérations reste l'humain. Oui. On n'est pas encore dans un mode robotique où tout se fait en claquant des doigts. Donc, il y a vraiment encore cette force humaine-là qui est le cœur des opérations. Donc, le DMS s'applique à ces gens-là. On parle du plancher, là. On parle du plancher d'opération, les humains qui justement naviguent à travers les différentes machineries, qui naviguent à travers différents transports sur le plancher pour fabriquer le produit, là. C'est ça. En fait, le DMS s'applique grosso modo, oui, aux opérateurs, mais aussi à la force de supervision, à la direction et tout ce qu'on va appeler les fonctions support. Donc, les fonctions support, c'est tous les gens qui gravitent autour des opérations. L'ingénierie, la maintenance, la qualité, l'expédition, toutes ces fonctions-là qui jouent un rôle à supporter les opérations, à participer à la résolution de problèmes. Puis, tu sais, il faut comprendre aussi que le DMS, donc, c'est un système de gestion. Oui. Et il est encore très... il n'est pas encore digital. Okay? Il est très traditionnel. Okay? Okay. Un système de gestion, donc, c'est composé de plusieurs affaires, mais ça a généralement 6 composants. Le premier composant du DMS, c'est ce qu'on va appeler l'alignement des objectifs à tous les niveaux. Donc, une entreprise veut atteindre des objectifs et va mettre en place des indicateurs qui va leur permettre de mesurer où est-ce qu'ils sont par rapport à cet objectif-là. Ces objectifs-là, il faut qu'ils soient découpés à tous les niveaux. Donc, on peut avoir un objectif qui était au niveau unité d'affaires, on peut avoir des objectifs par département, on peut avoir des objectifs même par centre de travail. Donc, le premier composant du DMS, c'est les objectifs. Le deuxième... En rapport avec l'efficacité, j'imagine, mesurer l'efficacité, les gains potentiels dans l'utilisation de technologie à l'interne, de machinerie, Ça varie d'une entreprise à l'autre. Okay. Je peux avoir une entreprise qui, eux autres, ont des enjeux de qualité, puis c'est ça qu'ils veulent travailler cette année. Okay. Mais rien n'empêche qu'une autre entreprise pourrait travailler sur la santé et la sécurité ou pourrait travailler sur le coût d'opération. C'est vraiment propre à l'entreprise. Et c'est ça la beauté du DMS, c'est que on peut pas... c'est pas un gain en particulier que tu vas aller chercher, ça dépend de ce que tu veux améliorer. Okay. Donc, premier, c'est vraiment les objectifs. Le deuxième, c'est d'être capable de mettre une structure qui va recenser nos standards. Donc, des standards, c'est tout. Ça peut être des comment on opère, ça peut être des processus de gestion, ça peut être qu'est-ce qu'on contrôle, comment on le contrôle, c'est quoi les routines de contrôle, c'est quoi notre documentation comment on veut documenter nos problèmes, comment on veut les résoudre. Donc, vraiment être capable d'avoir une façon standard de gérer nos opérations et de gérer l'ensemble de tout ce qui gravite autour des opérations. La troisième chose, lorsqu'on a des standards, lorsqu'on a des objectifs, on a des opérations. Les opérations, il y a beaucoup de variabilité dans les opérations. On produit des choses, on a une planification, on a des ressources. Il y a 1001 choses qui peut virer au vinaigre au quotidien. Donc, on veut mettre en place une structure de contrôle. Ces contrôles-là, c'est soit par des tournées de plancher, donc un superviseur qui irait à des heures précises sur le terrain, aller valider des choses précises, dans le but d'anticiper des problématiques. Ouais, minimiser les risques d'erreurs, minimiser les problématiques. Donc, exact. Quelqu'un qui fait la tournée de plancher, comme tu l'as bien dit. Exact. La tournée de plancher, c'est un élément. Ensuite, on a des processus en place. Donc, on va vouloir venir auditer nos processus, s'assurer qu'ils sont conformes, mais aussi d'anticiper des écarts par rapport à notre standard. Ensuite, on va vouloir mettre des mécanismes d'identification, de documentation de nos problèmes et des mécanismes de résolution de problèmes. Parce que là, si on se met à contrôler les choses, même si on ne les contrôle pas, on va les détecter quand même les problèmes en mode pompier, mais si on veut les anticiper, il va falloir aussi les documenter. Donc, dépendamment des types de problèmes, qu'est-ce qu'on veut documenter, comment on veut les prendre en charge, comment on veut les amener dans notre structure de résolution. Et ça peut passer par des réunions. La majorité des manufacturiers vont avoir une escalade de réunions qui part du bas, qui va aller jusqu'à la haute direction. Et d'une réunion à l'autre, on va devoir, dans certains cas, escalader des problèmes qui sont récurrents ou qui n'ont pas été réglés. Donc, il y a tous ces mécanismes de résolution-là. Ensuite, on va vouloir transmettre les objectifs, donc pas les objectifs, mais le résultat des objectifs. On va vouloir faire du pilotage et on va vouloir faire du management visuel. Donc, l'équivalent de nos tableaux blancs, l'équivalent de nos indicateurs qu'on vient mettre à jour là-dedans. Et dans un sixième temps, on va s'intéresser à mettre une structure de coaching en place. Okay. Des objectifs. Si on n'atteint pas des objectifs, on va travailler sur ce qu'on contrôle, on va travailler sur comment on l'améliore. Mais après ça, il y a des individus qui naviguent dans ce processus de gestion-là. Donc, on va vouloir avoir un plan de coaching
qui est à tous les niveaux. Que ça va de l'employé, donc le chef d'équipe qui forme l'employé, le superviseur qui forme ses chefs d'équipe, et ainsi de suite, en cascade jusqu'en haut. Y a-t-il certaines phases de test aussi quand on veut tester des processus, puis qu'on réalise finalement que c'est peut-être pas la meilleure solution, ou du moins on remarque qu'on n'a peut-être pas les gains intéressants en cours de processus d'amélioration? Est-ce que ça fait partie de cette phase-là de coaching un peu de... Bon, on a testé, voici ce qu'on améliore. Donc, les Absolument. tests fait partie de ce déroulement-là. Absolument. On n'a jamais la certitude qu'on va aller chercher les résultats qu'on veut avec un processus de gestion. C'est pour ça que les manufacturiers vont souvent y aller avec des proof of concept ou des pilotes. Ils vont cibler un département que le changement va bien se faire, où toutes les conditions sont gagnantes. Et après, on va vouloir expansionner à ça. Donc, c'est toujours par itération. On lance une itération 1 avec des hypothèses. On valider ça sur le terrain. Si c'est fonctionnel, tant mieux, on duplique. S'il y a des problématiques, on réajuste et après ça, on revoit les résultats. Mais c'est ça la structure de pilotage. Okay. Parce que j'ai parlé du management visuel, mais le pilotage, c'est quoi? C'est ça. C'est de regarder les indicateurs qu'on veut faire bouger. C'est de regarder la façon qu'on contrôle les opérations et les comportements de gestion. Puis après, c'est de regarder, si on n'atteint pas nos objectifs, comment on réajuste. On peut, par la suite, faire des modifications sur ce qu'on contrôle. On peut faire des modifications sur comment on résout des problèmes. On peut faire des modifications sur les types de connaissances ou de compétences des gens. Donc vraiment, c'est un mix de tout ça. Donc les bons indicateurs vont amener une bonne prise à la décision, puis vont nous aider à faire une itération 2, 3, 4 d'un processus de gestion. C'est vraiment intéressant, honnêtement. Ça me parle. Moi, de mon côté, c'est sûr que je suis plus en vente, en développement, le fameux CRM qu'on a mentionné au départ. Puis, ce que tu mentionnes dans tout ce système, justement, DMS-là, qui aide à faire des prises de décision, donc, tu sais, l'analyse un peu des résultats, être capable de mesurer puis améliorer des processus, mais c'est tout dans la valorisation de la donnée qu'on est capable de centraliser, puis on va en venir un peu au côté numérique de la chose, mais c'est tellement important de suivre un processus adéquat, être capable de prendre des décisions, que ce soit en intelligence d'affaires en amont, que ce soit en intelligence plus opérationnelle, donc d'améliorer cette excellence opérationnelle-là. Donc c'est super pertinent comme système. Super, super pertinent. Ce qui m'amène à un point comme l'avantage d'un DMS. Tu as mentionné les points, mais mettons les avantages concrets en termes de gains rapides qu'on peut potentiellement avoir avec un DMS en place, puis ce qui va nous amener un peu plus à la numérisation de celui-ci. Absolument. Les avantages du DMS, c'est que la première chose, c'est que si on met des objectifs, c'est qu'on veut mobiliser les gens vers ces objectifs-là. La deuxième chose, c'est que tout l'aspect contrôle qui vient dans ce DMS-là, il faut être capable, ça vient en fait formaliser ces routines de gestion-là. Une routine, c'est quoi? C'est je suis un superviseur, un chef d'équipe, un manager ou un directeur. À quoi ressemble ma journée? Comment je suis structuré dans ma journée pour être capable d'accomplir toutes les fonctions primaires de mon travail? Donc, dans ces routines-là, je vais vouloir savoir c'est quand mes réunions. Je vais vouloir savoir où est-ce que je me prépare à ces réunions-là. Je vais vouloir mettre mes contrôles. Je vais vouloir mettre des moments pour faire de l'amélioration, de la résolution de problèmes, etc. Donc, vraiment, il est capable de structurer cette gestion-là. Ensuite, ça va grandement améliorer le contrôle quotidien des opérations. C'est sûr que si on se met à contrôler proactivement, on va anticiper des problématiques qui seraient, dans un autre cas, arrivées quand même, mais avec une gravité différente. Si tu anticipes ton problème, maintenant, tu as l'avantage du temps aussi, tu peux planifier dans le temps quand est-ce que tu veux le résoudre. Versus, le problème est arrivé, on a brisé des pièces, on a eu... Donc, il y a des impacts. On est trop en réaction, puis c'est là où on a des pertes monétaires quand même astronomiques souvent lorsqu'on est trop en réaction. Et on crée beaucoup de noise dans le système. Et ça va avoir comme impact que la planification n'est pas suivie. Ça va avoir comme impact que la qualité est peut-être pas bonne. Et c'est le client, au bout du compte, qui va payer le prix. C'est le client qui va être livré en retard. C'est le client qui va être insatisfait de la qualité du matériel. C'est le coût d'opération où l'entreprise a mangé de l'argent. Ça a un paquet d'impacts. Donc, si j'ai un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer là-dedans, les objectifs vont avoir un gros impact, mais le contrôle, c'est là qu'il va en avoir le plus. Okay? C'est comment on est capable de mettre une structure de contrôle. Ensuite, dans les autres avantages du DMS, c'est que vu qu'on implique tout le monde, c'est aussi de leur donner une visibilité sur ce qui va bien et ce qui va mal. Donc, c'est quoi les problèmes qu'on a? C'est quoi les enjeux? C'est quoi les plans d'action qu'on est en train de travailler? On va augmenter la conformité de nos processus parce que des entreprises qui, là, écoutent ça, se disent « c'est beau, il faudra avoir des processus ». La réalité, c'est que peu importe le processus que vous allez vouloir lancer, vous allez quand même heurter la difficulté de il est-tu en place, il va-tu bien? Ouais. Donc là, ça revient au concept du DMS où il faut mettre certaines validations. Donc ça va
augmenter la conformité. Certaines bases, certaines standardisations dans divers processus pour être capable après de les mesurer puis d'optimiser. Parce que si tu pars avec les mauvaises bases, on s'entend que tu frappes un mur en maudit plus tard. Si tu es en train de mesurer un peu dans le vide ou mesurer un mauvais processus, c'est beaucoup plus perdant que des gains là, qu'on va Absolument. Avoir. Puis un autre avantage, ce serait vraiment que tu es capable de piloter ton système de gestion. Je donne un exemple. Si l'entreprise veut améliorer sa qualité et sa productivité, ben, il va falloir être capable de, dépendamment de ce qu'on contrôle, on va être capable de mesurer c'est quoi les types de problèmes qu'on détecte. Donc, ça nous amène à un concept de, ben, on est capable d'aligner ce qu'on contrôle avec ce qu'on veut améliorer. Puis, si on mesure, ben, on a de la data, on sait ce que génèrent nos outils de contrôle. Et si on est déphasé, on est désaligné, ben, on peut toujours rechanger qu'est-ce qu'on contrôle. On peut travailler, on peut coacher nos gens. Et là, on est en train d'aligner notre DMS avec nos objectifs. Et c'est ça un des avantages que les entreprises vont voir. Super intéressant. Je pense que c'était assez clair en termes d'avantages. Je pense qu'il y a beaucoup de gains à aller chercher dans justement l'utilisation d'un DMS, du moins à bon escient, puis de standardiser les processus en amont. Ce qui m'amène à un point où tout si je fais le parallèle avec le fameux CRM, parce que c'est ma tasse de thé, on est capable de faire des ventes avec des fichiers Excel, on est capable de faire des ventes avec des post-it, avec des téléphones. Avant la pandémie, on voyageait en avion, on était très traditionnel dans la façon de faire. Donc, j'imagine, comme tu l'as mentionné, dans le DMS, il y a la façon traditionnelle de le faire, ce qui nous amène à numériser ce processus-là. C'est comme le fameux CRM, implanter un système dans lequel tu peux automatiser des séquences de vente, etc. Si je fais le parallèle, dans le système DMS, il y a moyen de numériser, valoriser la donnée, centraliser la donnée, puis améliorer tout le contrôle opérationnel de la chose. Je te laisse m'en dire plus sur le manufacturier qui a envie de se numériser. Le DMS a une très grande force. Puis c'est votre force chez Turving, justement. C'est votre dada. Je te laisse m'en dire plus sur la numérisation de ce processus. Bien, comme je l'ai mentionné tantôt, la majorité des entreprises sont encore papier. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on allait porter notre courrier à la poste. Puis Outlook est arrivé. Absolument. Puis il n'y a personne aujourd'hui qui pense envoyer un email ou faxer un email. Donc, l'idée, c'est que on atteint les limites de n'importe quel système traditionnel papier un jour. C'est soit parce que c'est trop lourd à supporter au quotidien ou c'est limitatif en termes de ce que ça peut faire. Dans les deux cas, on le vit avec le DMS dans les entreprises. Ça devient très, très lourd à gérer. Imaginez que vous faites 4 tournées de plancher par jour par superviseur, vous avez 10 superviseurs et vos chefs d'équipe en font, vos managers en font. Ça fait des dizaines et des dizaines de tournées de plancher par jour. Ouais. On veut avoir de la data de ça, donc il faudrait les retranscrire. Après ça, il faut valoriser cette donnée-là. On fait des audits, il faut comptabiliser ça. Ouais. On a des réunions où on veut arriver préparé, on veut avoir un ordre du jour qui est connu, on veut discuter de façon concrète d'un point, prendre action. On veut être capable de faire une gestion de tâches. On veut être capable de partager des procédures, analyser des comportements de gestion. Tout ça, là, vous pouvez vous imaginer que ça prend des gens à temps plein qui font que faire du clérical. Ah oui. Au début, c'est beau parce que quand on lance dans mon passé, lorsqu'on le faisait traditionnellement, quand c'est tout neuf, c'est tout beau, on a une motivation, mais là arrivent les vacances de la construction, arrivent les périodes de Noël, on en oublie un petit peu, on en fait moins au retour, puis finalement, c'est comme ça qu'on perd du momentum. Donc, et aussi, c'est très limitatif papier parce que l'information, elle ne voyage pas toute seule. Il y a des données qui sont juste inexistantes dans un système traditionnel. Donc, les avantages de numériser un DMS, c'est vraiment d'être capable de favoriser un déploiement standard et durable. Puis le mot durable est important. On a un paquet de processus. On ne veut pas que ça repose sur des gens, mais plutôt sur des processus. Donc, le fait de l'avoir digitalisé, il est vivant, il est là. Quelqu'un quitte, l'autre arrive, il va rentrer dans une structure qui est déjà viable. Okay? Ça nous permet de grandement augmenter l'adhérence à cette pratique de gestion-là. Deuxième avantage, c'est que les tournées de plancher traditionnelles peuvent être aussi efficaces qu'une tournée de plancher qui est faite de façon digitale. Sauf que la réalité, c'est que la retranscription, on n'a pas le temps de faire ça. L'entrée de données manuelle, là, on est tout écœuré, puis un montant astronomique en termes de temps, puis le temps, c'est de l'argent mis dans l'entrée de données manuelle. Ouais. Donc, ce que les superviseurs vont faire, c'est qu'ils vont arrêter de le faire éventuellement, et on perd toute l'essence de ce que c'est la tournée de plancher. Puis après, on arrête de les faire parce que le directeur n'a pas de visibilité s'ils ont été faits, etc. Donc, ça nous permet les outils de contrôle vont favoriser une détection qui est beaucoup plus proactive, puis une meilleure documentation du problème. Parce que si tu le documentes sur le terrain,
tu as ta tablette, tu as ton téléphone, tu es capable de t'es capable de documenter le problème, tu es capable de prendre des photos, tu es capable de l'attitrer tout de suite. Donc vraiment, il y a tout ce concept de real-time au niveau de ce que tu contrôles. Ensuite, ça va vraiment simplifier le partage et la résolution de problèmes. Le problème que j'ai sur le terrain, je l'ai détecté dans ma tournée, je l'ai documenté, j'ai pris des photos. Il faut que je l'envoie dans la réunion de production. Je peux l'envoyer automatiquement. Il faut que je l'envoie aux achats. Je l'envoie aux achats. Il faut que je l'envoie à l'ingénierie. Je l'envoie. La personne qui le reçoit a toute l'information. Imaginez-vous dans un monde traditionnel où tu dois physiquement te déplacer et d'aller expliquer ton problème que tu as écrit, soit sur un bout de papier ou carrément tu as pris une photo sur ton cellulaire. Tu envoies ça par message texte. Tu n'as aucun suivi par la suite. Donc vraiment, tout cet aspect... cet aspect de connexion entre les différents intervenants dans une entreprise. Puis centraliser vraiment tous les efforts à un endroit, c'est facile à accéder. L'accessibilité est facilitée. L'échange en communication, elle est facilitée quand tu es capable de centraliser ta donnée. Tu as besoin de la technologie pour le faire. Tu as besoin de numériser. Là. Exact. Un DMS numérisé va nous permettre aussi d'avoir de la traçabilité, va avoir une visibilité sur les problématiques. Ce qui est tout l'aspect valorisation de données qu'on n'a pas vraiment avec un système traditionnel, à moins de vraiment se casser la tête et de monter un truc dans Excel. Mais là, on se retrouve à faire exactement ce qu'un DMS digitalisé fait, mais en Excel. Donc, c'est beaucoup... On déplace un peu le problème, veut pas, parce qu'après, un Excel, c'est pas non plus une technologie qui comprend toutes les fonctionnalités, par exemple, que vous avez chez Turvine. Après, il va quand même falloir que tu intègres, il va quand même falloir que tu utilises cette partie. Fait que, tu sais, j'ai pour mon dire qu'on déplace un peu le problème si on décide de le faire de cette façon-là. Absolument. Mais je pense qu'aussi un des éléments qui est très intéressant puis attrayant pour les manufacturiers, c'est tout l'aspect pilotage. Parce que là, on a de la nouvelle data qu'on n'avait pas avant. On a de la data sur la provenance, le type de problème en temps réel. On a aussi tout l'aspect trending, donc comment évolue le nombre de détections d'un certain type de problème à travers le temps. On a des données sur l'efficacité de nos réunions. On a des données sur les comportements de nos gestionnaires. Donc, on met en place une routine dans le but de standardiser comment on structure notre temps. Mais après ça, c'est assez difficile traditionnellement de le faire, d'avoir ces données-là. Est-ce que les agendas sont respectés? Est-ce qu'on fait nos tournées? Est-ce qu'on fait nos outils? Est-ce qu'on est efficace dans la prise en charge de nos problèmes? C'est toute cette donnée-là sur l'aspect comportemental. Elle vient avec un système comme ça. Mais aussi, on a des données sur l'efficacité de notre système en soi. Parce qu'un système de gestion, c'est deux choses. C'est ton standard et c'est l'exécution de ton standard de gestion, ce qui est alias les comportements de gestion. Ouais. Donc vraiment, ça vient favoriser un meilleur pilotage et on est capable de réajuster le tir, dépendamment c'est quoi les objectifs de l'entreprise. Très, 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 très sharp. J'aime ça. Honnêtement, c'est une bonne discussion qu'on a sur les DMS. Moi, en toute honnêteté, je connaissais un peu, mais on dirait que j'apprends beaucoup avec cette discussion-là, Lucas. Là. Moi, j'ai une question peut-être technique parce qu'on se le fait souvent quand même demander. Du moins, je pense que c'est important de préciser pour peut-être les manufacturiers qui nous écoutent ou même des entreprises de services qui veulent potentiellement s'intégrer. Moi, j'ai une question au niveau des prérequis en termes de, quand on veut numériser ou du moins mettre en place un système comme un DMS pour faciliter justement le contrôle des opérations. As-tu besoin, dans votre cas, où vous le numérisez? C'est ça, Turvine, en fait, vous avez une solution numérisée du DMS. Est-ce que vous avez besoin en amont qu'il y ait un système ERP en place ou une autre technologie? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un MES en place? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un processus déjà d'entrée de jeu standardisé ou du moins fait traditionnellement? Si c'est trop broche à foin, ça ne fonctionne pas. Il faut repasser par une standardisation des processus en amont. Comment ça fonctionne à ce niveau-là, au niveau des prérequis avant de numériser un système DMS où tu n'as pas besoin de d'autres systèmes alentours? Il n'y a pas réellement besoin il n'y a pas de prérequis à l'implantation d'un DMS. Un DMS, ça peut être très petit, ça peut être très complexe. Un DMS très simple pourrait être une réunion qu'on a une fois par semaine où on fait juste adresser des enjeux de tout type qui vont de la vente à la production. Okay. Donc ça peut être considéré comme un DMS. Donc un DMS, c'est la définition qu'on en donne au niveau de nos processus de gestion. Est-ce qu'on a besoin d'un ERP? Absolument pas. On peut avoir des clients, on a des clients qui ont quelques dizaines d'employés, on a des clients qui ont des milliers d'employés. C'est juste l'étendue ou l'étendue du DMS qui est différent, mais les problèmes de gestion restent les mêmes. Ensuite,
un prérequis serait qu'on a du personnel, on a peut-être un minimum de force de supervision. Mais encore là... Si c'est trop petit, mais tu peux faire, comme tu as dit, un petit système DMS bien relax. Mais la vraie force, c'est quand tu as, comme tu dis, peut-être certaines ressources, au moins une petite force opérationnelle en place qui va exécuter un peu un minimum d'un système DMS. Parce que le 4.0 va nous amener énormément de data. Okay? Le superviseur, le pauvre superviseur, qui lui est un opérateur qu'on lui a donné un rôle de gestion, qu'on ne l'a pas vraiment formé en données gestionnaire, le 4.0, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que ça a juste augmenté la quantité de données qui lui arrivent en tout temps. Donc, avant, on avait 2-3 choses qu'on monitorait. Maintenant, on a 50 choses qui viennent de partout. On a des données machines, on a des données en temps réel. On a un paquet d'informations, mais on n'a pas outillé le superviseur. Et c'est ça... Et c'est là qu'en structurant le DMS, en structurant le travail des superviseurs, on leur donne un outil pour être aussi rapide que l'information qui les entoure. Donc, encore là, il y a des entreprises qui n'ont pas rien en place, qui n'ont pas d'ERP, ils n'ont pas rien. Il y en a d'autres qui ont énormément de data, sont très avancés dans le 4.0, mais au cœur, il reste toujours l'individu, il reste toujours les opérateurs, il reste toujours la force de supervision, l'overhead. Donc, un DMS, moi, je vous dis, c'est probablement une des premières choses que je commencerai à digitaliser dans le 4.0 parce que c'est la finalité. C'est comme ça que vous allez détecter vos problèmes, c'est comme ça que vous allez les prendre en charge, c'est comme ça que vous allez communiquer dans votre organisation. Donc après, c'est simple. Peu importe la data, la donnée, les dashboards qu'on vient ajouter, on a toujours un catcher qui est prêt à prendre le problème puis à le mener à terme le plus rapidement possible. Et aussi, on a un alignement au niveau de nos objectifs. Donc, ça serait une des premières choses que je ferais dans le cas de se lancer dans la structure de gestion. Ça fait bien du sens parce que c'est une façon de standardiser les processus puis de justement, tu l'as bien dit, structurer la base opérationnelle avant d'intégrer vraiment divers systèmes puis de rentrer dans le 4.0 qui peut faire peur là, à certaines entreprises aussi. Là. Des fois, c'est dans quoi je m'embarque, mais c'est au moins une très bonne base puis tu peux y aller étape par étape. Comme tu as dit, tu n'as pas nécessairement besoin d'une immense grosse force opérationnelle à l'interne initialement puis pas besoin non plus d'un écosystème technologique à pu finir. Fait que ça peut être aussi un début, un bon début du moins. C'est une bonne fondation. Exact. C'est intéressant. Quand on a eu notre discussion ensemble, Lucas, tu m'as parlé peut-être d'un cas de figure que tu aimerais discuter pour parler peut-être d'un exemple d'implantation, du moins d'utilisation d'un DMS. Je te laisse peut-être nous en dire plus sur un exemple, là, un cas typique, un cas réel. Bien, absolument. Donc, chez Turvine, on a des clients de tout type. On a des petites, des moyennes, des grosses entreprises. On est du militaire à l'alimentaire. Donc, il n'y a vraiment pas de clients type chez nous. On est dans les municipalités. On est dans un paquet de types d'organisations. Justement, on vient tout juste de lancer une histoire à succès là, qui est disponible sur notre site web, turvine.com. Donc, Kruger est un de nos clients. Donc, Kruger dans les pâtes et papiers, mais aussi ils ont d'autres divisions. Mais c'est un beau projet qu'on vient tout juste de terminer. À cette usine-là, c'est quand même une usine qui est assez considérable. Ils font le papier essuie-tout, là, que vous connaissez. Puis eux, un des objectifs visés, c'était d'être capable de mettre en place des pratiques de gestion qui sont structurées. C'était aussi d'avoir une façon standard de documenter leurs problèmes. Ils voulaient être capables de structurer leurs réunions, leur communication. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les entreprises runnent souvent sur plusieurs chiffres, même la fin de semaine. Donc, si tu as 5 quarts de travail différents dans ta semaine, il y a beaucoup d'informations qui doivent passer d'un quart à l'autre. Il y a beaucoup de fonctions au bon déroulement d'une entreprise. Donc, c'est d'être capable de structurer ces éléments-là. Mais aujourd'hui, l'information est très fluide. C'est très facile d'attitrer des actions aux gens. Un autre de leurs objectifs, c'était d'être capable de faire une création, un suivi des plans d'action et des opportunités. Toute la gestion des tâches. Donc, ça paraît simple, la gestion des tâches, mais multiplier ça par 500 employés, par 200 employés, par 1000 employés, le problème il devient exponentiel. Okay? Carrément. Puis d'autant plus, avec, comme tu le mentionnes, avec des grosses équipes où la charge de travail est plus élevée, puis tu as des quarts de travail au quart de tour, mais à ce niveau-là, c'est en effet plus complexe. Là. Donc, tu sais, grosso modo, l'usine Kruger à Crabtree voulait uniformiser leur façon, uniformiser comment les différentes ressources multidisciplinaires collaborent entre eux
dans les opérations. Puis les gains qu'on a vus, puis ça, encore là, les gains sont différents d'une entreprise à l'autre. Ça dépend c'est quoi leur système de gestion, ça dépend de leurs objectifs. Ouais. Mais dans leur cas, eux, c'était... maintenant, ils ont une gestion quotidienne qui est centralisée avec des opérations qui sont vraiment alignées sur les objectifs. Ce qu'on parlait tantôt, l'alignement des objectifs. Ouais. Sinon, ils ont des processus standards. Ils ont augmenté énormément leur aspect proactivité dans leur contrôle. Donc, ils identifient des problèmes beaucoup plus proactifs. C'est beaucoup plus simple pour eux autres de les documenter et de les partager. Toute la communication, parce que imaginez-vous qu'un problème qui est détecté sur le terrain peut être discuté dans une réunion, peut être escaladé dans une autre réunion parce que c'est pas le bon niveau pour en discuter, peut être attitré à une autre personne. Donc, imaginez toute la chaîne d'informations ou tout le transfert de main à main de ce problème-là, et rajouter à ça 5 quarts de travail, rajouter à ça des gens le problème, il se règle pas. Qui ne se parlent jamais. Ouais, non, si tu réussis à le faire régler, ça nécessite beaucoup de suivi. Ouais. Puis souvent, la personne qui a détecté le problème l'a complètement perdu de vue. Là. Donc, à moins d'aller physiquement chercher de l'information, elle n'a pas cette information-là. Puis elle n'est pas capable d'informer ses opérateurs aussi sur comment puis quand le problème va être réglé. Donc, eux, ça a eu un gros impact sur la fluidité de l'information, sur la précision de l'information. Donc, ça a vraiment réduit ce temps de résolution de problème-là. Puis ensuite, tout l'aspect pilotage. Si on est un directeur de production et qu'on deal avec 5 quarts de travail ou 3 quarts de travail ou peu importe, l'information est cruciale. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce que j'ai eu comme problème? Est-ce que les problèmes ont été pris en charge? Qu'est-ce qui était à discuter en réunion? Qu'est-ce qui n'a pas été réglé dans nos réunions? Qu'est-ce qui est... donc, au niveau des tâches, mes gens ont-ils réalisé leurs tâches, les plans d'action, comment ça va? Nos indicateurs, le management visuel, tous ces aspects-là, ça devient critique pour le pilotage et chez eux, ça a eu un gros impact, le pilotage de la performance. C'est intéressant, fait qu'il y a surtout les gains, je t'ai écouté là-dessus, puis au niveau communication, centralisation de la donnée, donc, tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire « les gains sont monétaires », mais dans ce cas-là, les gains, oui, sont monétaires sur le long terme parce qu'à force de minimiser les risques d'erreur puis de minimiser la perte de temps à la résolution de problèmes puis de maximiser justement tout le côté communication, de pilotage, comme tu l'as mentionné, c'est là où tu obtiens tes gains sur le long terme. Puis c'est fantastique là, pour une entreprise comme Kruger de faire affaire avec vous puis d'avoir ces gains-là quand même aussi relativement rapidement, en frais de temps pour déterminer les gains. Je dirais une fois que c'est en place puis une fois que c'est saisi, j'imagine que ça commence déjà à rentrer. Là. Les gains, ça dépend toujours de ce qu'on veut améliorer. Une entreprise qui voudrait améliorer sa qualité, on va mettre en place des outils de contrôle qui valident la qualité. On va mettre en place les meilleurs processus de résolution pour les problèmes qualité. On va mettre une structure de communication qui va les véhiculer. On va mettre des indicateurs, des objectifs et on va travailler sur les comportements de gestion associés à la qualité. Donc, dépendamment de c'est quoi les objectifs qui sont à atteindre, les entreprises vont avoir des résultats qui sont différents d'un à l'autre. Mais la mise en place d'un système comme le nôtre, ça se fait relativement rapidement. Je parle de la digitalisation. C'est une question de jour de digitaliser le système de gestion. Après, c'est vraiment du change management. C'est de la formation, c'est de l'accompagnement où là, on va vouloir aller favoriser les meilleurs comportements de gestion pour aller chercher le plein potentiel des pratiques de gestion. Donc, accompagner le superviseur à faire des tournées de plancher, l'aider à bien documenter un problème, lui donner tous les outils nécessaires pour être capable de prendre la bonne décision sur ce problème-là. Et dans la majorité du temps, ça va impliquer d'autres personnes qui sont les fonctions support. Donc, lorsqu'on se lance dans un déploiement comme ça, il y a plusieurs personnes qui vont être impliquées. C'est pas très time-consuming, mais quand même, ça touche beaucoup de gens parce que c'est le cœur d'une entreprise. Il faut prendre le temps de bien le faire parce que, encore une fois, la technologie, du moins votre système, le DMS ou toutes les autres qu'on a nommées, CRM, ERP, MES, c'est des outils pour aider les gens, justement, aider le personnel de plancher, les opérateurs, les gens aux ventes. Si on parle de CRM, c'est un outil, mais il faut que tu l'adoptes, il faut que tu l'utilises aussi. T'sais. À un certain moment donné, l'humain est au cœur de cette transformation numérique-là, donc tu n'as comme pas le choix de mobiliser. Puis le change management, donc la mobilisation, la gestion du changement, la gouvernance de projet, ça prend quand même un rôle majeur dans le déploiement d'une technologie, puis tu le mentionnes très bien. Fait que, ça dépend aussi, j'imagine, aussi de la grosseur de l'entreprise pour un déploiement, puis d'obtenir des gains rapidement va dépendre de la grosseur aussi. Chez Turbine, habituellement, un déploiement va être entre 3 et 6 mois, mais c'est à raison de petites bouchées. Je dis souvent, la meilleure façon de manger un éléphant, c'est une bouchée à la fois.
Il faut faire un pas devant l'autre. Donc, on va... Et surtout, je crois que la plus grande erreur qu'une entreprise pourrait faire, c'est de ne pas s'approprier son système de gestion. C'est pour ça que nous, dans le cadre de nos déploiements, on va faire habituellement une intervention par semaine. Et l'intervention, elle est ciblée à tous les niveaux. On va regarder les données de la semaine dernière et on va adapter notre coaching au niveau des superviseurs. Mais d'un point de vue directeur, on va coacher le directeur à justement analyser les mêmes choses qu'on a analysées dans le but que lui, les 4 autres journées de la semaine, il pilote son équipe, qu'il soit capable de lui-même prendre des décisions par rapport à la data qui vient, d'être capable d'améliorer ou de proposer des itérations 2, 3, 4 d'une tournée de plancher, d'un audit, etc. Donc, c'est là, je crois, le succès de nos déploiements. C'est l'appropriation des systèmes de gestion par les stakeholders. Et c'est là qu'un système va être périn dans le temps. La technologie, elle offre ce support-là, elle offre cette montée en adhérence-là, mais au bout du compte, c'est des humains qui pilotent la chose. Donc, notre programme d'accompagnement est vraiment axé sur rendre les gens autonomes et de s'approprier leur propre système de gestion. Intéressant. J'aime ça, comme j'ai mentionné. Là. Très belle discussion. Terminons là-dessus. Luca, où s'en va Turvine pour les prochaines étapes? C'est quoi la suite? Là, vous existez depuis 2015-2016. Belle compagnie, honnêtement. Belle technologie. Vous avez des histoires à succès complètement incroyables. C'est quoi les prochaines étapes? En fait, Turvine est à expansion très, très rapide. On double environ tous les ans. Et plus même. Très cher. Actuellement, il y a plusieurs axes de développement. La première, on est dans notre expansion au niveau dans le marché américain, mais aussi européen. On est en Europe depuis début de mi-2018. Okay. Puis, on a des gros noms avec qui on travaille, qui nous font extrêmement confiance, qui ont amené cette notoriété-là rapidement. Donc, beaucoup de développement là-bas. On fait affaire aussi avec des partenaires, donc des firmes conseils, qui eux autres, dans le cadre de leur déploiement, vont utiliser notre technologie. Donc, c'est vraiment un multiplicateur. Tout le marché américain aussi. Plusieurs clients aux États-Unis, on met beaucoup d'emphase là-dessus. Ça vient aussi avec une croissance de l'équipe. Donc, on est actuellement là-dedans, on est en embauche de plusieurs candidats au niveau de l'équipe des ventes. Aussi, on est en train actuellement de développer aussi la prochaine génération d'outils Turvine. Okay. Donc, c'est un projet que ça fait déjà plus d'1 an qu'on travaille là-dessus. Donc, c'est le prochain, c'est le DMS version Turvine 2 okay. Qui dans le temps, va voir le jour, qui va être les bases pour ce qu'on veut accomplir en tant qu'organisation pour les prochaines années. Donc, c'est de l'information qui va être disponible sur notre site là, dans les prochains mois. Okay. Mais beaucoup de développement technologique. On a une grosse équipe au niveau développement. Ensuite, le Turvine, on veut continuer à offrir un service de haut niveau à nos clients. On travaille avec des gros noms, on travaille avec des plus petits, mais dans tous les cas, le client est au centre de nos opérations. On est très à l'écoute de nos clients. Donc, c'est de continuer à offrir un service génial. Puis aussi, c'est d'être avant-gardiste aussi dans nos fonctionnalités. Quand on est arrivé dans le marché en 2015, on était très, très tôt dans le marché, dans le sens qu'il n'y avait pas nécessairement de demande. Il y a eu beaucoup d'évangélisation qui a dû être fait. Mais aujourd'hui, on est un leader dans ce domaine-là. Donc, on veut continuer d'être avant-gardiste, de bien comprendre où s'en va le marché, de bien comprendre où se situe le DMS et quel est le DMS de demain. Et d'être capable de fournir une technologie comme ça qui est utile, qui est simple d'utilisation et qui va faire que le temps et l'énergie investis dans les organisations pour mettre en place ces pratiques de gestion-là, ça soit très efficace à travers le temps. Chapeau, vraiment. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir ces nouvelles fonctionnalités-là, de voir cette version-là, un peu 2.0 là, du DMS Turvine. Donc, je vous invite à ceux qui nous écoutent de visiter le site web turvine.com. Luca Grenier, qui est cofondateur, CEO de Turvine, connecté avec sur LinkedIn si vous avez envie de lui jaser un peu des prochaines étapes. On a quand même plusieurs manufacturiers qui nous écoutent. Donc, si jamais ça vous intéresse de numériser
votre système DMS. Ça va être super intéressant. Comme tu as dit, en plus, je fais un clin d'œil. Vous cherchez justement chez Turvine à expandre votre équipe des ventes, votre service à clientèle, du moins votre expérience client. Donc, vous êtes très centré client. Donc, c'est intéressant de le voir parce que c'est aussi le core aussi du fameux podcast Expérience 4.0, c'est de reprendre un peu toutes les technologies en ce moment dans le domaine principalement industriel, manufacturier, puis de voir comment que ça peut aider l'expérience client en général, puis tous ces systèmes-là à l'interne, l'excellence opérationnelle va aider l'expérience client en général parce que toute entreprise est maintenant centrée sur son client. C'est important, être customer-centric, c'est le terme anglophone. On veut l'être, donc mettons les outils à l'interne pour faciliter justement là, ces opérations-là, de servir le bon produit, d'avoir une bonne équipe interne pour bien servir le client. Au final, tout le monde, c'est une équipe, hein? Tout le monde, c'est important, puis choisissons les bons outils pour être capable d'aider nos équipes. Donc, c'est très bien. J'ai adoré la conversation, Lucas. Un grand merci de ta participation à Expérience 4.0. Puis, peut-être un deuxième épisode intéressant pour parler de Turvine 2.0 serait intéressant. Ça va me faire plaisir de vous en parler rendu là. Bon, excellent. Donc, à la prochaine. Puis, merci pour votre écoute. Merci.